Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'entretien de ce jour reçoit Jean-Pierre Baptiste. Il est le représentant résident de l'OMS au Bénin. Avec lui, on va parler de la couverture sanitaire universelle. Et il faut déjà dire qu'une population en bonne santé est favorable au développement économique, à la résilience et à la prospérité. Ce n'est plus un doute. Et d'ailleurs, de nombreux gouvernements l'ont reconnu et se sont lancés sur la voie de la couverture sanitaire universelle. L'Organisation mondiale de la santé a également soutenu, je dirais, l'initiative en consacrant la célébration de la Journée mondiale de la santé à la santé pour tous. Alors, nous allons échanger avec le représentant résident de l'OMS sur les recommandations pour une couverture sanitaire universelle et où en est le Bénin lorsqu'on parle de couverture sanitaire universelle. Alors, le représentant résident de l'OMS, M. Baptiste, merci d'être avec nous ce soir. Merci, Heureuse Danandi. Oui. Je voudrais d'abord remercier la chaîne ORTB, la chaîne BB24, ORTB, et à travers vous remercier la plateforme Médias et Santé, avec qui nous travaillons de longue date et qui fait un travail extraordinaire en matière de communication sur toutes les activités aussi bien de l'OMS que du ministère de la Santé. Je voudrais tout d'abord dire qu'en ce qui concerne l'OMS, quand nous venons travailler chaque jour, nous avons des buts communs, des buts très simples, sauver des vies et améliorer la santé. Pourtant, tous les jours, dans tous les pays du monde, nous voyons, nous rencontrons des gens, nous entendons parler des gens qui tombent malades et qui meurent. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les soins de santé dont ils ont besoin, soit parce que les services de santé sont trop éloignés de leur lieu de résidence. Trop de gens dans le monde actuellement sont contraints de choisir entre la santé et certains besoins essentiels, tels que la nourriture, le logement ou l'éducation des enfants. En 1948, vous l'avez dit, c'est le 70e anniversaire en 2018, les fondateurs de l'OMS étaient convaincus que la santé était un droit fondamental, un droit humain, c'est-à-dire un droit de tous et pas seulement de quelques privilégiés. 70 ans plus tard, cette conviction est plus forte que jamais. Mais beaucoup reste à faire afin que le droit à la santé soit une réalité pour tous. Selon, je citerai le Global Monitoring Report qui a été publié en décembre 2017, nous avons près de la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès aux services de santé essentiels. Et en 2009, nous avons aussi près de 100 millions de personnes qui ont sombré dans la pauvreté. La CSU, c'est en finir avec ça. Je voudrais, pour définir ce que vous appelez ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle, paraphraser la directrice régionale de l'OMS, Dr Chidi Moeti, qui disait que la couverture sanitaire universelle consiste à veiller à ce que chaque personne, indépendamment de son lieu de résidence ou de son statut social, puisse bénéficier des services de santé essentiels et de qualité dont elle a besoin, sans pour autant subir les difficultés financières. C'est là où le bas blesse. Voilà. Parce que vous avez des pays qui ont beaucoup d'infrastructures en matière sanitaire, mais la population ne peut pas avoir accès à ces parce que pour des problèmes de moyens. La couverture sanitaire universelle, c'est donc le retour sur l'idée qu'il faut se mettre au service de l'équité, de la santé pour tous, qu'il faut renforcer la sécurité sanitaire, réduire la pauvreté et améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes. La couverture sanitaire universelle, c'est aussi l'idée qui nous incombe non seulement de mettre à la disposition des populations une offre de soins complète de qualité, mais encore que nous devons trouver les voies et moyens pour que les soins soient accessibles à tous. C'est pourquoi la couverture sanitaire universelle est souvent associée aux efforts pour que les gens malades ne payent pas le prix de la santé, pour que ces prix soient davantage payés par la collectivité, mais aussi pour que les dépenses de santé d'un État soient plus efficaces, plus rationnelles, sans aucun gaspillage. Pour raccourcir, du point de vue de l'État,
la couverture sanitaire universelle, c'est plus d'argent en faveur de la santé et plus de santé avec l'argent dont elle dispose. En bref. En bref, ah ben, tout ce que vous avez dit là, c'est bien beau. Et on se dit, lorsqu'on aura accès de façon équitable à la santé, une santé de qualité, ben là, c'est qu'il y aurait un grand pas déjà fait dans les actions de l'Organisation mondiale de la santé. Mais où est-ce que l'Afrique déjà en est lorsqu'on parle de la couverture sanitaire universelle? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faudrait qu'on explique ce qu'est l'OMS. L'OMS, ce sont les États. L'OMS est forte de 194 membres, regroupés dans 6 régions différentes et travaillant dans 150 bureaux, dont plus de 150 bureaux. La région africaine de l'OMS, dont le Bénin fait partie, comporte 47 bureaux pays. Donc dans 47 pays, vous avez un bureau de l'OMS. Nous partageons avec le personnel de l'OMS l'engagement de parvenir à une meilleure santé pour tous, partout dans le monde. Et ça, il faut le dire. Et d'atteindre l'objectif de développement durable qui vise, comme vous l'avez dit, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous et à tout âge. Maintenant, dire où est-ce qu'on en est, je pense qu'au lieu de dire où est-ce qu'on en est, quelles ont été, pendant ces 70 ans d'existence de l'OMS, quelles ont été les avancées qui ont été faites, et en découlera la couverture sanitaire universelle. Il faut que vous sachiez que le succès remporté en matière de santé publique, de la création de l'OMS à nos jours, nous avons éradiqué des maladies mortelles comme la variole. Nous sommes en phase d'éradication de la poliomyélite. Nous devons diriger les efforts déployés pour libérer le monde des maladies mortelles, pour combattre aussi les habitudes délétères comme le tabagisme. Nous avons publié de nouvelles recommandations pour traiter l'infection à VIH. Nous avons plus simple, publié aussi des traitements pour la tuberculose, pour le palu. Nous avons collaboré avec nos partenaires afin de produire des vaccins efficaces contre la méningite et la maladie à virus Ebola. Nous pouvons citer aussi comme avancée majeure enregistrée la mise au point de médicaments d'importance vitale pour traiter le VIH-Sida. La tuberculose, je l'ai dit, mais c'est surtout la tuberculose multirésistante. Actuellement, nous avons des molécules qui existent, qui ont été poussées par l'OMS pour traiter les gens qui sont résistants au traitement habituel de la tuberculose. Nous avons mis en place le traitement contre le paludisme, le traitement contre l'hypertension artérielle, le traitement contre le diabète. Ces avancées ont permis d'améliorer l'état de santé des populations dans la région africaine. Mais il faut dire que ces avancées étaient adossées aussi à des stratégies telles que, en matière de la lutte contre le paludisme, la distribution, par exemple, de moustiquaires imprégnés et d'insecticides pour prévenir le paludisme, la vaccination contre le papilloma virus humain qui cause le cancer du col de l'utérus, comme vous le savez. L'accès aux traitements et aux services essentiels s'est amélioré dans notre région. Pour la première fois, plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH en Afrique, soit 14 millions, la moitié ont accès à un traitement anti-VIH qui leur sauve la vie. Le nombre de cas de paludisme a baissé pratiquement de 20% et la mortalité due au paludisme a baissé de 37% entre 2010 et 2016. De plus, en 2016, la vaccination a protégé plus des 2/3 des enfants du continent, alors que en 2010, c'était seulement 3% des enfants qui étaient protégés. En 2012, l'Afrique comptait pratiquement 50% de cas de poliomyélite dans l'ensemble des 6 régions de l'OMS. La bonne nouvelle, c'est que depuis août 2016, la région n'a plus enregistré de cas d'infection par le poliovirus sauvage. Je suis sûr que vous allez me revenir sur le Bénin, mais je pense que
Si c'était ça votre question. Bien sûr. Par rapport au Bénin, je Oui. pense qu'il y a des avancées notables. Vous savez, le renforcement des systèmes de santé, je le place dans le cadre de la construction d'une maison. Quand vous construisez une maison, Oui. vous construisez d'abord la fondation. Mais les gens sont toujours très pressés. Quand nous sommes au stade de la fondation, nous ne voyons pas la maison, ça c'est normal. Mais c'est des fondations solides qui sont en train d'être placées au niveau du Bénin. Je commence seulement parmi les succès du Bénin et puis l'appui qu'a donné l'OMS avec ses collègues, ses autres partenaires, aussi bien du système des Nations Unies que les partenaires techniques et financiers. Grâce à ces efforts-là, le Bénin est certifié aujourd'hui exempt de poliovirus sauvage et le dernier cas de polio enregistré au Bénin date d'avril 2009. Une bonne nouvelle. Le pays a été déclaré comme un territoire où ne circule plus le virus de la poliomyélite. Ça a été déclaré. Ceci a été dû aussi aux efforts du ministère de la Santé avec l'appui des partenaires et surtout des équipes qui travaillent sur le terrain. Nous pouvons dire en matière de vaccination que même, je pense que c'était en début de semaine, on démarrait les journées nationales de vaccination, tout à fait. dans l'ensemble du territoire béninois, justement pour continuer à stopper cette chaîne de transmission. Parce qu'il faut dire, la lutte doit être mondiale, je dirais. Mondiale, non seulement mondiale, mais nous devrions veiller à ce que le Bénin, cette interruption de transmission du virus, parce que chaque année nous avons des nouveau-nés. Donc ce qui fait que la vaccination actuellement concerne les enfants de 0 à 59 mois. Et avec une adduction de la vitamine A. Le Bénin, comme succès, a éradiqué des maladies comme la dracunculose, le ver de Guinée, la cécité des rivières, qui ne constituent plus de problèmes de santé publique. La distribution des moustiquaires imprégnés dans le cadre de la prévention contre le paludisme, le taux de couverture avoisine les 70%. C'est vrai, vous allez me répondre qu'il faut faire mieux. Il y a des efforts à faire pour vraiment couvrir l'ensemble de la population par rapport à ça. Étant pneumologue de formation, je vous parlerai naturellement du programme national de lutte contre la tuberculose et surtout des avancées du programme. Je voudrais signaler ici les efforts qui ont été faits par ce programme-là au niveau du Bénin, qui a constitué depuis la période du professeur Ninafon, qui est actuellement à la retraite, notre ancien, qui a constitué la locomotive, je dis bien le programme national tuberculose, la lutte contre la tuberculose. Le Bénin était la locomotive de toute l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique francophone. Vous allez me dire pourquoi? Parce que nous avions une équipe entièrement dédiée à cette maladie-là, qui a mis en place des structures recommandées par l'OMS, par l'Union internationale contre la tuberculose, une équipe qui a mis en place un laboratoire. D'ailleurs, le dernier fait d'armes de cette équipe-là a été la reconnaissance du laboratoire de référence du programme tuberculose comme laboratoire supranational par l'OMS. C'est-à-dire ce laboratoire-là, c'est un laboratoire qui s'occupe pas seulement du Bénin, mais qui est reconnu dans toute la sous-région comme laboratoire de référence. Donc ça, c'est parmi les succès. Et tout ça, c'est à l'actif du Bénin? À l'actif du Bénin, avec l'appui de ses partenaires, bien sûr. D'accord. L'épidémie, là, ça. Les gens parlent souvent des épidémies. Moi, ça fait 1 an que je suis au Bénin. J'ai été agréablement surpris par la réactivité du ministère par rapport aux épidémies. C'est vrai, les équipes sur le terrain ont reçu l'appui de l'OMS pour la formation des équipes d'intervention rapide, pour le suivi des contacts, pour les enterrements sécurisés, pour beaucoup de choses. Mais je vous donnerai un exemple, une épidémie qui a démarré en janvier. Je peux vous assurer que l'épidémie, avec l'appui de ses partenaires, effectivement, mais là je voudrais saluer le travail des équipes sur les terrains, aussi bien au niveau des départements que des hôpitaux de zone, des équipes qui sont au niveau des frontières, des équipes d'intervention rapide béninoises qui ont jugulé cette épidémie de la manière la plus rapide possible et qui a assuré un suivi de contact des patients qui ont été contaminés, un suivi qui est pratiquement à 100%. Au bout de 42 jours, vous avez entendu dernièrement, le ministre a déclaré la fin de l'épidémie. Cette situation, vous ne l'avez pas dans tous les pays d'Afrique.
vous prenez notre grand voisin, je ne citerai pas le nom, mais cette épidémie, ça a mis du temps à ce qu'on puisse diminuer le nombre de cas, ce qui n'est pas le cas du Bénin. J'irai encore plus loin en parlant, par exemple, du Conseil national de lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et le VIH, et les épidémies. Le Bénin constitue l'un des premiers pays de la sous-région à mettre en place ensemble les trois programmes plus les épidémies. C'est quand je vous disais qu'un jour on parlera, dans nos discussions, je vous disais qu'un jour on dira que le Bénin a été précurseur, et c'est même dans ce domaine-là. Et avec l'appui du CNRS-TPE, du ministère, il y a une mobilisation de ressources qui s'est faite de manière extraordinaire avec le Fonds mondial. Tout ça pour vous dire que c'est vrai, l'OMS, je dis en général à tous mes collègues que quand le ministère ne marche pas bien, c'est que l'OMS ne fait pas son travail. Parce que nous représentons, les États membres sont membres de l'OMS. Donc notre collaboration avec le ministère de la Santé, elle est très poussée. Nous sommes les principaux conseillers du ministère de la Santé et tous les appuis techniques que nous pouvons apporter, nous l'apportons actuellement au Bénin, et je suis très optimiste par rapport à la suite de ce qui peut arriver. Mais vous avez étalé toutes les actions, en tout cas la majorité, les grandes actions dont vous êtes fiers menées au Bénin, mais lorsqu'il y a toujours dans nos coins reculés des femmes enceintes qui meurent parce qu'elles n'ont pas pu accéder à l'hôpital, avoir accès à un soin de santé de qualité, c'est qu'il y a toujours un problème qui se pose. Vous savez, quand nous parlons de couverture sanitaire universelle, c'est ça aussi. Voilà. Je vous avais dit dès le départ dans la définition, c'est pas seulement de mettre en place des structures sanitaires, mais c'est de permettre à chaque personne, chaque Béninois, où qu'il se trouve, d'avoir accès à des soins de santé. Les gens ne doivent plus mourir au XXIe siècle parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les soins. Parlant de ces, je ne vous arrête pas, parlant de ces moyens, l'OMS recommande, je crois bien, environ 10% du budget national. 15%, voilà, du budget national. Oui. Mais combien le Bénin réserve rien qu'au secteur santé? Cela n'atteint même pas la dizaine. Bon, c'est vrai qu'il y a une déclaration. Il faut un financement. Je vous avais dit aussi dès le départ que du point de vue de l'État, c'était plus d'argent pour le secteur de la santé. Mais si vous prenez votre pays, vous prenez le Bénin, je pense qu'il y a des réalisations qui sont faites et qui demandent du temps à être. Je prends par exemple, tout bêtement, l'actualité nous le dit, l'Arche. Oui. Je pense que le contenu du projet de l'assurance maladie pour le renforcement du capital humain rentre actuellement dans une phase décisive de sa mise en œuvre, c'est-à-dire les opérations d'identification et d'enrôlement des pauvres extrêmes et des pauvres. Ce projet, je pense qu'il a été lancé il y a quelques jours par le ministre d'État, Abdoulaye Biotiané, avec le ministre des Affaires sociales et le ministre de l'Administration territoriale. Et j'ai vu les différentes déclarations qui ont été faites par le ministre d'État, que tout doit être fait pour que réellement les pauvres extrêmes et les pauvres soient insérés dans cette identification-là, qu'on ne puisse pas faire d'erreur, comme il l'a indiqué. Il faut rappeler que l'Arche est composé d'un paquet de 4 services. Vous avez d'abord l'assurance maladie pour les populations les plus démunies, c'est le problème que vous posez. Vous avez la formation aux plus démunis, toujours dans ces plus démunis-là, la formation aux plus démunis, le crédit aux acteurs démunis du secteur informel et la pension retraite à certaines catégories de personnes qui sont dans le secteur informel, notamment les agriculteurs, les paysans, les artisans, qui constituent la majeure partie de la population béninoise. Actuellement, qu'est-ce qui se passe en matière de couverture sanitaire universelle? Vous avez le secteur privé, vous avez les fonctionnaires qui ont une couverture sanitaire. Mais tout le reste, vous n'avez absolument rien. Et je pense que c'est là où je vous dis que mettre en place quelque chose,
Et ce projet a été mûrement réfléchi. Moi, ça fait 1 an que je suis là et je peux vous dire quelles sont les avancées par rapport à ce projet Arche. Le projet Arche demandera beaucoup de temps. Voilà. Parce qu'après l'identification des personnes considérées comme extrêmement pauvres ou pauvres, il faudra une loi au niveau de l'Assemblée nationale. Après, l'État béninois va démarrer un projet pilote parce qu'on ne peut pas étendre directement cette assurance maladie au niveau de toute la population béninoise d'emblée. Donc, il y aura des études pilotes qui seront faites et tout ça, ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps. Donc, la phase pilote, elle est prévue pour, si mes souvenirs sont bons, pour le dernier trimestre de cette année, en attendant la généralisation du projet aux bénéficiaires. Et il faut dire que l'outil de mise en œuvre de la stratégie de la protection sociale du gouvernement et le projet Arche offrira un éventail de prestations visant à soulager durablement les pauvres. Et mais vous parlez des pauvres, quels sont les critères pour les reconnaître? Sur quelle base ils seront recensés, ces pauvres? D'accord. Il existe, je pense qu'avant d'arriver à ce stade-là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup de gens qui ont été ciblés. Actuellement, au Bénin, il y a à peu près 375 000 ménages considérés comme des pauvres extrêmes et 321 000 ménages considérés comme pauvres. C'est pas, ces gens, vous savez, c'est pas qu'ils ne sont pas connus, ils sont connus, mais le problème était réellement d'identifier toutes ces personnes-là. C'est très simple d'identifier des gens qui travaillent au niveau du Bénin, mais si vous prenez le secteur informel, vous prenez les agriculteurs, vous prenez les commerçants, vous prenez les artisans, vous prenez tout le secteur informel. Ces gens-là, à la fin de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. S'ils tombent malades, qu'est-ce qui se passe? Ça va très mal se finir et ils entreront dans la catégorie. C'est pour ça, je pense que l'Arche a été mise en place pour prendre en charge les plus démunis. Ça demandera du temps, ça c'est certain. Et bien sûr, chacun veut des résultats tout de suite. Donc finalement, la couverture sanitaire universelle, ce n'est pas pour tout de suite. Madame, la couverture sanitaire ne se construit pas en un jour. Les pays qui ont mis en place cette couverture sanitaire, les pays universels, les pays par exemple industrialisés, ils ont mis des années et des années avant que cela fonctionne. Donc, c'est vrai que les gens sont pressés d'avoir des résultats maintenant, mais les résultats ne viendront pas aujourd'hui. Ils viendront peut-être, on sentira l'impact de cette couverture sanitaire universelle dans 1 an, dans 2 ans, quand elle sera mise en place, parce que ça demande du temps. Vous savez, quand je vous ai expliqué le système, c'est comme si vous mettez en place une fondation pour construire une maison. Au stade de la fondation, vous ne voyez pas la maison. D'accord, mais quelles sont aujourd'hui les recommandations que l'OMS peut faire à l'endroit des gouvernants, déjà de nos gouvernements au Bénin déjà? Donc, au gouvernement du Bénin, je pense que comme tous les autres gouvernements de la région africaine, ce que nous recommandons, et ce que l'OMS recommande d'une manière générale, c'est d'augmenter le financement alloué à la santé. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est le discours que nous tenons dans toutes nos réunions et qui est demandé à tous les gouvernements du monde. Première chose. Deuxième chose, dans la mise en place, l'amélioration de la gouvernance. C'est un domaine assez frappant. C'est-à-dire que chaque dollar qui est mis soit par les partenaires ou chaque franc CFA qui est mis par le gouvernement béninois doit aller en matière sanitaire aux intéressés, c'est-à-dire aux gens qui en ont le plus besoin, diminuer les gaspillages. Deuxième chose, dans les activités, ce que nous demandons, c'est d'avoir une approche multisectorielle, c'est-à-dire il faut qu'on arrête de penser que la santé, c'est uniquement le problème du ministère de la Santé. Au niveau du système des Nations Unies, nous avons cette approche multisectorielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas l'OMS qui va intervenir dans la vaccination seule. Non, nous intervenons avec nos collègues de l'UNICEF. Nous intervenons dans le domaine de la santé maternelle avec nos collègues de l'UNFPA. Dans le domaine de la mortalité infanto-juvénile, nous travaillons aussi bien avec les collègues de l'UNFPA que
les collègues de l'UNICEF. Donc, nous avons cette approche concernés sont réunis ensemble pour avoir un impact. Et c'est pareil pour ce que nous conseillons au gouvernement béninois et qui est en train de se faire. Vous l'avez vu avec l'ARCH. Nous avons cité le ministère d'État, nous avons cité le ministre de la décentralisation, nous avons cité le ministre des Affaires sociales. Donc c'est cette approche-là que nous demandons pour sortir, et bien sûr le ministère du cadre de vie, parce que vous prenez une maladie comme le choléra, vous pouvez donner tous les médicaments possibles et imaginables, mais si vous n'avez pas de l'eau potable actuellement, ça ne pourra pas avancer. Vous prenez le cas, j'ai oublié de vous préciser très rapidement par rapport aux cantines scolaires, c'est le même problème. Aujourd'hui, c'est l'un des rares États qui a mis en place des cantines scolaires dans les écoles au niveau du Bénin. Vous allez faire le tour des pays limitrophes, vous n'allez pas trouver des exemples de ce genre sur financement étatique. Je crois bien les Burkinabés qui sont venus pour étudier, justement. Et c'est pour ça que je vous dis, même en matière pour l'Arche, le Bénin sera un cas d'école pour les pays, non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais tous les pays francophones par rapport à la mise en place de l'assurance maladie pour les plus démunis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre Baptiste, le représentant résident de l'OMS au Bénin. Et ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Déjà pour voir dans quelle mesure l'OMS accompagne le Bénin dans les actions de santé pour tous à travers la couverture sanitaire universelle. Et il faut déjà dire qu'à travers vos propos, la couverture sanitaire pour tous, c'est possible. La couverture sanitaire universelle est bien possible, mais ça va prendre du temps. Mais il y a déjà eu des pas qui sont posés au Bénin, et très louables. Merci beaucoup. Merci. Et je crois bien que vous avez dit l'essentiel. Plus besoin de vous dire un mot de la fin. Merci à vous. À la prochaine. Mesdames et messieurs, je suis à donc tout pour l'entretien de ce jour. D'ici à là, portez-vous bien.